Moi, je vois la période de manière très intéressante parce qu'elle est en train de nous pousser à réfléchir différemment et à réinventer. Bon, en tout cas, ouais, réinventer parce que je pense pas qu'on est en train d'inventer quelque chose, mais on est en train de retrouver du sens, rechercher le sens dans ce qu'on fait. Donc moi, même si c'est compliqué, j'adore parce que je vais chercher au fond de moi, je vois que beaucoup d'autres le font et qu'en fait on est juste en train d'évoluer en tant qu'humanité et donc c'est extra de faire partie de ce mouvement. Je suis comblé et chanceux d'être né à cette époque-là pour vivre ça et faire partie de ce changement aussi. Parce que je n'accepterai pas de le regarder seulement et de le subir. J'ai envie de participer à cette évolution et à ce mieux qui arrive. Même si là aujourd'hui on s'en rend pas compte, mais moi je sais que c'est du mieux qui arrive et ça fait mal quand on est en train de se remettre en question de manière existentielle, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un passage compliqué en ce moment. Mais très moi très optimiste en tout cas de ce qui va en ressortir, quoi. Moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des études bon, voilà, un bac S scientifique. J'avais une envie d'aller vers l'éducation et en fait je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour apprendre et restituer quelque chose que j'avais appris et j'avais besoin de faire. Et c'est à ce moment-là où j'ai quitté la fac, donc 2 ans après le bac. J'ai quitté la fac et là j'ai fait une première remise en question de maintenant qu'est-ce que je fais, parce que je sais que c'est pas ça, c'est pas juste apprendre, avoir un bac plus 5 et vivre comme ça, c'était être dans le concret. Et là il y a eu un appel qui s'est fait, un premier appel, c'était l'eau et le traitement de l'eau. Et là j'ai commencé ma formation en BTS Gémeaux, donc gestion et maîtrise de l'eau, en alternance, parce que encore une fois c'était faire et pas juste apprendre, mais faire, expérimenter et comprendre. Et après ça m'a jamais quitté l'eau, donc ça a été un BTS, une licence pro, un master où il y avait toujours un peu d'eau. Ça me paraissait être une ressource primordiale qu'on devait prendre soin pour qu'on puisse continuer de vivre. Parce que c'est vital l'eau, ça fait partie de nos cellules, ça fait partie de l'ensemble de tout ce qui vit. Il n'y a rien qui vit, ou quasiment rien qui vit sans eau. Et donc moi j'y suis allé avec des valeurs assez profondes de préservation, de gestion de l'environnement, de gestion de la ressource. Et pour me rendre compte au bout de 7, 8 ans, je ne sais même plus, 9 ans maintenant d'expérience, que c'était un business comme un autre. Et donc j'ai perdu un peu mes valeurs, enfin en tout cas je les ai pas, ça m'a pas nourri mes valeurs, et donc là je me suis dit l'eau, ok, je ne vais jamais oublier ce que j'ai appris et je vais continuer de l'utiliser, mais ça sera plus dans un système capitaliste de la ressource, quoi. C'est aujourd'hui mon ambition, c'est de planter des arbres, de planter des fruitiers, des légumes qui ont besoin de cette eau, donc l'utiliser, la ressource, et lui redonner vie aussi, permettre à cette eau de garder sa vie, sa vitalité, pour nourrir tout le monde, à la fois les hommes, les animaux, les choses qu'on ne voit pas. Donc je sais que j'ai juste changé mon regard sur l'eau parce que j'ai été déçu de ce que j'ai vu dans le monde de la ressource simplement comme un bien matériel qu'on peut valoriser, quoi. Mais pas de la manière dont moi je voulais travailler, et donc c'est pour ça que j'en suis sorti.
et que je suis très content aujourd'hui de faire un métier qui a besoin d'eau, avec qui je vais travailler avec l'eau, mais pas en la domptant, mais simplement en travaillant avec elle. Il y a des grands fondements qui ont été identifiés et en mettant un nombre de critères physiques, chimiques, organoleptiques qui permettent de définir que l'eau est dite potable. Ça, c'est discutable parce que ça reste des humains d'une société de la consommation qui impose, enfin, qui propose ces seuils. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des analyses sur ces critères-là. Donc encore une fois, c'est des critères qui ne sont pas exhaustifs. Donc on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc là, moi, c'est un premier problème, c'est qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Et comme on ne cherche pas plein de choses qui aujourd'hui viennent de la chimie, principalement, donc de tout ce qui est ce que l'homme, avec un grand H, ingurgite, ce que la chimie propose à l'agriculture, ce que la chimie propose aux industries, tous ces polluants, qui sont des polluants, en tout cas qui sont de la matière qui doit être ingurgitée et assimilée par la nature et l'eau, faut le chercher pour le trouver. Et après, c'est qui donne le seuil qui est tolérable pour l'homme et pour la nature. Donc ça, c'est première question. Moi, je ne suis pas convaincu qu'on soit dans une identification pour vraiment aller dans de la santé de manière holistique, humaine et aussi de l'environnement autour, donc de ce qu'on peut considérer comme une pollution. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'on fait des analyses pour identifier les critères et se dire quel genre de traitement il faut pour que une eau qui est prélevée dans le milieu naturel peut être directement consommable ou a besoin de traitement. Et là, c'est en fonction de l'écart entre la ressource et les seuils que j'ai expliqués juste avant qu'on identifie le type de technique. Donc ça peut être, il y a une multitude de techniques de traitement qui est liée à la fois à l'écart entre la ressource et ce qu'on a comme critère pour la boire, et aussi la quantité, la zone géographique, la complexité en fait du traitement. Donc ça va faire du traitement le plus extensif possible avec des plantes, avec des bactéries, jusqu'à un système le plus clos et le plus intensif possible avec de la chimie et énormément de produits chimiques qui permettent de capter ce qu'on appelle la pollution. Donc c'est juste les différents éléments qui sont en trop grande quantité, de les capter pour les enlever de la partie liquide. Mais derrière, c'est une masse solide, ou pseudo-solide, solide-liquide, qui est présente. Donc c'est ce qu'on appelle les bouts d'épuration, des choses qui peuvent être réutilisées aujourd'hui en épandage dans l'agriculture, qui ressort du cycle de l'eau, mais derrière qui rentre dans un autre cycle, qui est un cycle agricole. Et il y a toujours ces matières-là, à la fois les matières nutritives, très bonnes, azote, phosphate, carbone, des choses comme ça, mais aussi des polluants, du nitrate, des molécules chimiques qui sont liées à tout ce qu'on ingurgite en médicaments, en produits phytosanitaires et des choses comme ça, qui sont à la fois dans l'humain, dans les terres. Donc là, il y a un autre cycle qui retourne à la nature et qui fait qu'aujourd'hui, quand on dépollue de l'eau après le cycle donc technique, le cycle fermé, le cycle on récupère de l'eau, on la potabilise, on la met dans des tuyaux, les gens la consomment, la remettent dans le cycle et ça retourne dans des stations d'épuration. Et là, ces stations d'épuration ont un autre seuil, c'est le seuil du niveau des différents éléments du milieu naturel. Donc on recompare de la même manière qu'on avait comparé au début, on recompare pour dire à quel niveau on doit dépolluer, on doit redescendre les seuils pour que le milieu naturel puisse l'accepter, parce que la nature
est le dépolluant numéro 1 de base. La nature sait faire. Le seul souci, c'est qu'on concentre la pollution, qu'on la densifie, du fait de toute la densification dans les villes. Donc la pollution est positionnée à un endroit. Les usines qui sont pareil, des zones de pollution très denses, alors que la nature, dans sa fonction première, est capable de dépolluer. Mais il faut lui donner le temps, et c'est ce qu'on n'a pas du fait de la pollution qu'on a créée et la capacité que la nature a de dépolluer. Donc là, il y a un premier écart qui fait qu'il y a toutes ces étapes de potabilisation, ensuite de dépollution, d'assainissement ou de dépollution de l'eau avant de retourner au milieu naturel. Donc ça, c'est au niveau qualité, puis après il y a au niveau quantité et au niveau impact on prélève à un endroit et on rejette à un autre, c'est pas forcément le même endroit, donc on dérègle des cycles naturels qui sont, je pense, très méconnus de l'homme, ou en tout cas connus mais pas suffisamment pris en compte. Et ce qui fait qu'on enlève des millions de mètres cubes à un endroit, on les dispose à un autre endroit, alors que la nature, elle n'est pas adaptée à ça. À la base, elle n'était pas comme ça, et c'est nous qui la transformons. Donc ça pose aussi des problèmes de dérèglement de la ressource. Donc quand on parle aujourd'hui d'avoir des problèmes de ressources en eau, parce que, juste pour refaire un autre parallèle, l'eau, il y en a partout sur Terre. Je crois que si je ne me trompe pas dans les chiffres, l'eau potentiellement potable et buvable, c'est moins de 3% de la globalité de l'eau, parce qu'une grosse partie, c'est les eaux salées, les eaux de mer, des océans. Et dans cette petite partie des 3%, il n'y a que moins d'1% qui est accessible à l'homme. Parce que le reste, c'est dans les glaciers ou c'est dans des masses qui sont bloquées. Mais c'est de l'eau douce. Et donc ça fait qu'on n'a pas beaucoup d'eau, finalement, sur Terre. Et en plus de ça, elle est mal répartie parce qu'il y a des zones qui ont beaucoup d'eau et des zones qui n'ont quasiment pas d'eau. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'or bleu, parce que c'est un vrai enjeu mondial de la répartition de cette eau. Donc il y a à la fois une partie technique de dépollution, de qualité de l'eau, une partie de quantité de l'eau et après de répartition de l'eau. Donc ça fait que l'enjeu est complexe et global, quoi. Ma prise de conscience, elle a été très tardive à comprendre qu'il y avait un souci et que je ne comprenais pas pourquoi je ne me sentais plus à ma place alors que je savais que j'étais en train de travailler dans un domaine qui avait besoin qu'on réfléchisse et qu'on fasse les choses bien. Et c'est, je pense, plusieurs expériences, mais au fil de l'eau. Mais la première expérience aux Seychelles, très rapidement, j'ai dit à mes chefs, on est en train de prendre le sujet à l'envers. Ça veut dire qu'on essaye de traiter toute l'eau qu'on est en train d'utiliser et on n'a pas pensé à réduire nos consommations. Enfin, vous n'avez pas pensé, parce que moi je suis arrivé et on m'a dit, paf, voilà ce projet-là, il faut construire une station, fais en sorte que ça traite toutes les eaux. Puis à un moment j'ai fait, mais c'est beaucoup là, c'est une grosse station qu'on va devoir construire. Pourquoi on ne réduirait pas l'eau? Et là, premier truc, non, paf, on est déjà parti dans ce projet-là, c'est ce projet-là qu'on fait, et le reste on verra après et on va le faire en parallèle. Bon, très bien, sauf que dans un système, quand on construit une station d'épuration, il y a un volume, il y a une pollution, et derrière on peut jouer un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, mais on ne peut pas être 2 fois moins, ou 3 fois moins, ou 3 fois plus. Donc il y a forcément un cadre qui derrière va tout diriger. Donc bref, mettre dans un cadre et limiter l'entreprise après pour être souple sur cet outil-là, quoi. Donc là c'était ma première prise de conscience, à me dire ok, on n'essaye pas de réduire notre consommation, on essaie juste de dépolluer, coûte que coûte. Parce que clairement derrière c'est énormément d'investissement pour construire et ensuite de fonctionnement tous les ans. Là moi sur le projet c'était quasiment 1,5 million d'euros tous les ans de produits chimiques, d'électricité, d'humains. L'usine dans laquelle je travaillais polluait depuis sa création. Donc renvoyer l'eau
tel quel, donc après nettoyage de l'usine, directement dans la mer, dans l'océan Indien. Quand on connaît un petit peu les Seychelles, c'est quand même une zone qui est paradisiaque et qui vit grâce au tourisme. 95% de l'argent qui rentre sur le territoire séchellois, c'est le tourisme. Donc polluer l'eau, c'est se tirer une balle dans le pied de tout. Alors au-delà du tourisme, de la vie, c'est aussi leur écosystème et donc leur pêche, leurs ressources. Mais bref, une usine qui emploie, qui était le plus gros employeur de l'île, a un poids économique et politique tellement important que c'est passé pendant 20, 25, 30 ans, je ne sais plus exactement l'histoire, mais et là il commençait à se faire un peu toquer parce que voilà, le monde est en train de changer, il y a des prises de conscience quand même assez fortes et il y a de la médiatisation très forte à dire vous êtes un acteur principal de votre branche d'activité et vous ne faites pas de protection de l'environnement, attention quoi. Enfin, donc là c'est plutôt sur la contrainte et je pense que beaucoup de projets sont faits sous la contrainte et c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas complètement réfléchis et pas bien réfléchis. Bon, en tout cas dans leur ensemble et dans la flexibilité dans les décennies à venir. Donc là c'est du réactif, donc on a un souci, hop, on met des ingénieurs à travailler dessus et puis 2 ans après on a un projet. Point. Mais on n'a pas imaginé toute la partie sociétale et toute la partie de la vie de l'usine et des impacts et tout ça. Donc pour moi c'était un premier choc de me dire waouh, on investit autant de millions et derrière on n'est même pas sûr que l'outil va être viable parce qu'on n'a pas réfléchi dans l'ensemble. Et ensuite quand je suis revenu des Seychelles, j'ai continué de travailler, alors pas dans le traitement de l'eau en tant que tel, mais dans le traitement des digestats. Donc les digestats, c'est la boue liquide qui sort des digesteurs, donc des méthaniseurs. Donc encore un autre domaine de l'environnement où on met de la matière organique, on crée du gaz, et derrière, qu'est-ce qu'on fait de cette matière liquide, solide, enfin qui est liquide. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans dans ce qu'on appelle l'évaporation sous vide de ces digestats. Donc comment réduire la quantité d'eau qu'il y a dans ces boues pour éviter les coûts de transport d'eau en fait. Parce que l'objectif c'est de transporter de la matière organique qui peut être remis dans les champs. Bon ça on n'en discutera pas aujourd'hui mais c'est encore un autre débat parce qu'il y a sûrement des illogismes au niveau préservation de l'environnement en faisant ça. Parce qu'on ramène de la matière organique certes, mais on ramène de la matière organique en très grosse quantité et pas forcément après qui va nourrir le sol. Donc, bref, ça c'est un autre truc, c'est un autre débat. Mais donc j'ai travaillé là-dedans et puis je me suis dit c'est encore un coup où l'objectif c'est de faire de l'argent. Moi j'étais pas venu dans ce domaine-là pour faire de l'argent. J'étais venu dans ce domaine-là pour faire en sorte que des projets soient construits de manière intelligente pour que à la fois on puisse préserver notre ressource et faire en sorte qu'elle soit durable et pérenne. Et c'était pas le cas en fait, c'était on fait de l'argent. On fait de l'argent coûte que coûte, peu importe, c'est une ressource comme le pétrole en est une, comme l'énergie en est. Enfin, donc moi ça à ce moment-là que je me suis dit c'est plus fait pour moi. C'est tout ce que j'ai appris, je suis content de l'avoir appris. Mais derrière, ça ne me nourrit pas. L'eau est trop importante à mes yeux pour que je ne sois qu'un maillon d'une chaîne complètement déséquilibrée et capitalistique. Encore une fois, c'est l'argent qui fait que le traitement de l'eau a dérivé dans des sphères où l'eau n'est plus qu'un support, comme le sol dans une grosse partie de l'agriculture n'est plus qu'un support. Peu importe comment ça vit dessous, on a les technologies et on a la chimie pour... Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas faites dans le bon sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui on recherche de la ressource, donc on recherche à avoir plus d'eau. Et je trouve qu'on n'a pas assez d'action à comment on en consomme moins et comment on la pollue moins. Donc, qu'il y ait une vision
à l'échelle d'un département, je trouve ça très intelligent parce que je pense que ça doit être fait à l'échelle de quelque chose qui est logique. Donc là, la Vendée, on n'a quasiment pas de ressources dans les sols, on n'a que de la ressource liée à nos rivières. Donc de le faire de manière globale, c'est super parce que ça permet à des gens qui vivent dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest d'avoir le même prix grâce à une gestion globale. Ça, je suis OK. Mais derrière, de ne pas avoir plus d'actions mises en place pour limiter les pertes d'eau par le tourisme, qui est quand même un de nos enjeux vendéens, c'est quand même, on vit grâce au tourisme littoral. Et derrière, toutes les usines agroalimentaires, la Vendée a quand même beaucoup d'agroalimentaires. Derrière, c'est énormément d'eau pour nettoyer, pour faire en sorte que l'hygiène de l'industrie agroalimentaire soit respectée. Mais derrière, c'est de la consommation d'eau potable. Donc on potabilise une eau qu'on utilise pour nettoyer et qui repart en tant que déchet. Moi, il y a un souci à partir de ce moment-là. Et derrière, c'est qu'est-ce qui est mis en place pour moins consommer d'eau dans nos toilettes, pour moins consommer d'eau dans nos piscines, s'il faut faire des piscines. Enfin, c'est tout ça qui... En fait, il y a tellement d'acteurs. En Vendée, on a tous les acteurs. C'est-à-dire qu'on a le tourisme, on a l'agricole, on a l'industrie agroalimentaire et on a les gens. Donc on a 4 gros consommateurs, et peut-être que j'en ai oublié, mais 4 gros consommateurs qui ont tous besoin de l'eau et on a tous quelque chose à faire. J'ai l'impression que c'est encore les consommateurs qui sont les premiers à réduire l'eau parce que ça va vous coûter plus cher. Mais derrière, les industriels, le prix de l'eau est moins cher pour les industriels que pour les consommateurs. Le tourisme, comment on peut accepter que des douches soient ouvertes et puis ils peuvent rester ouverts parce qu'il n'y a pas de bouton qui revient. Il y a des petits gestes simples qui permettraient de réduire la consommation d'eau. Et aujourd'hui, l'année dernière, on a eu de la chance. Je ne sais pas si on aura encore autant de chance dans les années à venir de toujours avoir de l'eau au robinet à toutes les périodes de l'année. Parce qu'on a une telle tension entre les différents secteurs, agricoles, industriels, tourisme et puis nous, consommateurs de tous les jours, particuliers. Moi, je pense qu'il y a un moment, il y aura un souci. Parce que la ressource est en train de... On l'a vu l'année dernière, elle a énormément diminué. Les pluies ont été beaucoup moins importantes que toutes les autres années. Là, on est au mois d'avril, il n'y a pas eu tant, même s'il y a eu de la pluie, il n'y a pas eu tant de pluie que ça. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qui tombe, une grosse partie ne retourne pas à la ressource. Parce que maintenant, c'est les végétaux qui prennent. Donc c'est la surface qui prend l'eau. Et après, l'évaporation va commencer à être de plus en plus importante, donc il n'y a rien qui va rentrer dans la ressource. J'ai pas les chiffres en tête de ce qui se passe au niveau pluviométrie, mais j'ai l'intime conviction qu'on est en train de descendre au niveau, par rapport à il y a une décennie où on était plus aux alentours de 800-900 mm. Là, l'année dernière, on était à 400-500, enfin j'ai pas les chiffres, mais on était beaucoup moins. Parce qu'il n'a pas plu pendant quasiment 5-6 mois de l'année où vraiment il n'a pas plu. Et derrière, on a imperméabilisé les sols de plus en plus, donc forcément l'eau ne rentre plus dans les sols, elle ne fait que couler, que courir et retourner à la rivière, à la mer. Mais ça, c'est pas de l'eau qui nourrit le sol. Ça veut dire qu'elle est déconnectée de son cycle naturel. Et après, on consomme plus, parce qu'on est plus. Donc intrinsèquement, on consomme plus. Et on n'a pas changé forcément nos habitudes de consommation. Donc ça fait qu'en l'espace de 5-6 décennies, il y a eu imperméabilisation des sols, augmentation de la population, consommation plus importante parce que plus d'industrie, et pas forcément de gestes d'économie. Donc on se retrouve avec forcément de la ressource disponible moins importante. Et pourtant, les barrages en début de saison, ils sont pleins. Moi, à titre personnel, il s'est passé 2 étapes principales. Une première, c'est un burn-out aux Seychelles, parce que moi j'étais convaincu que j'étais en train de faire
du bien, hein, de nourrir mes valeurs. Et le jour où je me suis rendu compte que c'était que du business, ça m'a mis un sacré coup de massue parce que je vivais pour ce projet-là. Clairement, j'avais tout mis mon énergie, 6 jours sur 7, pas 24 sur 24, mais presque, à faire en sorte que ce projet-là, il soit bien fait dans les temps, chose qui était... Enfin, on parle de délai de travaux. En France, aux Seychelles, ça aurait été OK 2 ans de retard. Moi, j'ai pas été formé, en tout cas ça c'est ma construction personnelle, à être en retard. Donc je me suis mis une grosse pression. Donc c'est le burn-out, c'est me dire OK, j'ai dépassé un cran, je sens que mes valeurs sont plus nourries. Et surtout un rappel que juste avant de partir aux Seychelles, je suis parti en Angleterre pendant quasiment 1 an pour faire du woofing. Principalement la première chose que j'avais besoin et que je recherchais, c'était d'acquérir la langue, de découvrir des gens qui venaient d'autre part, même si c'est juste les voisins, mais derrière le woofing, je crois que j'ai rencontré une trentaine de personnes en 1 an, au moins une dizaine de nationalités différentes, donc il y a eu déjà un premier réveil de ce que l'humain pouvait être de par sa différence. Et puis j'ai découvert la permaculture. Ça a été ma première prise de conscience que waouh, travailler avec la nature et pas contre, c'était un truc qui me parlait vraiment très fort. Sauf que derrière, remettre en question 5 années d'études, j'ai pas réussi à le faire parce que je me suis dit, je me suis formé pour ça et j'avais un rêve, c'était d'aller dans un pays en voie de développement et de créer un projet, de suivre un projet d'assainissement de l'eau et en fait je l'ai fait. Mais il y a quand même une première prise de conscience où je me suis dit, waouh, je suis quand même bien dans la nature à faire avec. Revenu des Seychelles, même réflexion, j'ai récupéré les 1000 mètres carrés du jardin de mes grands-parents qui étaient décédés et j'ai fait un peu de permaculture, de maraîchage et des peurs très fortes de dire j'ai un bac plus 5, le métier que je fais m'amène un certain niveau de vie, de l'argent, un bon salaire et en regardant un petit peu plus le maraîchage, je me suis dit wow, ça a l'air d'être compliqué quoi, d'en vivre. Donc encore des peurs de pas réussir. Donc je suis retourné dans un autre métier, dans l'évaporation sous vide. Et là, j'explique à mon chef que je démissionne 1er février 2020. 1 mois après, on est en confinement. Et là, je fais « Oups, qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce que derrière, j'avais 7 interviews. Première interview, super, on continue. Le jour où il y a eu confinement, appel, on arrête tous les recrutements, on ne sait pas où on va, sauf un. Et puis en fait, je me suis fait recruter dans la région parisienne. Alors moi, je m'étais dit, jamais t'iras à Paris, c'est pas ton lieu de vie. Puis en fait, j'y suis allé. Et puis j'ai mis 3 jours pour me rendre compte que ça y est, c'était fini. Enfin, il me fallait ce dernier électrochoc pour me dire, tu peux continuer à faire des projets qui te paraissent avoir du sens parce que tu es en train de faire quelque chose au niveau des domaines de l'environnement, la gestion de l'eau, mais derrière, tu sais très bien que ce n'est pas tes valeurs qui sont fournies et que tu n'as pas... J'ai jamais été carriériste et il fallait monter les échelons pour avoir un peu de poids sur les décisions. Je faisais que subir les décisions et ensuite gérer les emmerdes. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu le dernier déclic. Donc ça, c'était en juin 2020. Et j'ai fini ma période d'essai de 3 mois et je suis rentré. Donc en plus, c'était mon premier retour en Vendée aussi. Donc ça faisait 10 ans que j'étais parti pour les études, pour le travail de Vendée.
Et en fait, j'ai recontacté Corinne, des Jardins de Corinne. Et toute la réflexion, je savais que je voulais travailler avec la nature, mais je ne savais pas comment, où, quoi. Et là, ça a été une première passerelle grâce à Corinne, à Guillaume, au Jardin de Corinne et à tout ce que j'ai appris là-bas. Réflexion d'un collectif, réflexion sur moi aussi, découverte de plein de domaines ésotériques et d'éveil en fait, tout simplement. Enfin, j'ai eu mon grand éveil à ce moment-là, quoi. De me dire je connais des choses, j'ai envie d'en connaître encore, mais il faut que je les mette au service de quelque chose qui a du sens et qui me nourrisse pas simplement pécuniairement et puis avec de la nourriture, c'est qui me nourrisse vraiment dans mon ensemble, quoi. Et là j'ai eu la vraie révélation avec des rencontres de gens qui ont osé se lancer dans le monde paysan. Et puis après j'ai fait une formation de compagnonnage avec Ferme d'Avenir pendant 8 mois. Et là j'ai été dans des systèmes agroécologiques différents. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait c'était pas le maraîchage, la porte d'entrée dans laquelle je voulais que je voulais utiliser pour rentrer dans le monde du paysan, mais c'était l'arbre fruitier. Et depuis je continue mon cheminement avec le soin d'un verger de 7 hectares dans le sud Vendée, mais avec la réflexion d'un projet plus grand de pépinière comestible et de replacer l'arbre fruitier et toute ce qu'on appelle les guildes fruitières qui vont autour de l'arbre pour le remettre au milieu au centre du village, quoi, donc ça c'est le rêve d'une vie, quoi, maintenant qui démarre enfin, parce qu'il m'a fallu toutes ces étapes pour me construire, pour acquérir des compétences aussi en management, en gestion de projet, en apprentissage de qui je suis, et puis aussi de comment je peux interagir avec les autres. Et c'est là que j'ai compris que mes rêves d'enfant qui étaient de partager, d'accompagner, d'être pédagogue, allait revenir, mais par une autre porte, quoi. Pas par l'éducation nationale ou par autre chose, mais par juste le faire, l'expérimentation et le partage, et puis c'est en train de se faire, donc je suis content. Ce que j'ai compris et qui ça va peut-être être des mots assez durs, mais c'est qu'on est en train de tuer notre eau. Et l'arbre, comme tous les végétaux, a besoin de cette eau, mais pas juste une eau morte. Il a besoin d'une eau vivante, une eau dynamisée, une eau informée, une eau qui a de la vie. Et l'eau de base est la vie. C'est ce qui crée la vie, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui la planète Terre est habitable. Donc l'arbre, il va permettre Alors l'arbre a besoin de l'eau pour se développer, mais l'arbre va aussi permettre de garder l'eau. Donc c'est un enjeu assez fort, parce que c'est grâce à l'arbre qu'on garde l'eau dans les sols, et l'eau des sols alimente l'arbre. Donc c'est vraiment on est sur de la symbiose, et à partir de ce moment-là, moi qui viens du domaine de l'eau, j'ai compris la partie morte, sortie de son contexte du cycle naturel, et aujourd'hui je suis sur l'arbre qui est vivant, qui a besoin de cette eau vivante. Maintenant c'est de me dire, ok, ce que j'ai appris du cycle technique de l'eau, comment je vais pouvoir le réutiliser sur la partie cycle naturel. Donc après moi je considère que l'eau n'est qu'une ressource. Elle n'est pas un déchet à partir du moment où l'impact de l'homme la respecte. Donc qu'on respecte l'eau. Donc ça veut dire quelle utilisation on en a, à quelle quantité et quelle chose on rajoute dans cette eau. Donc les polluants
qui sont dipolluants, mais qui, quand ils sont naturels, donc là je parle plutôt de tout ce qui est, ce qui peut être déjection humaine, qui est considéré comme un déchet et qui pourtant est une ressource. Enfin, par exemple l'urée bien utilisée est un de nos meilleurs engrais azotés qui existent sur Terre, à partir du moment où elle est pure. Ça veut dire à partir du moment où l'humain se respecte et donc se nourrit de choses naturelles. Donc là, il y a aussi pour moi un rapport qui est bien plus fort et qui est bien plus large que simplement la ressource en eau, les arbres et tout ça. C'est derrière retrouver la logique de ce qui nous nourrit, parce que nous, on est de l'eau. On n'est pas que eau, mais on est une grosse partie d'eau. Pour preuve, le jour où on disparaît, on se fait incinérer, il reste quasiment rien. Donc le reste, c'est évaporé et toutes nos, voilà, bref, toutes les cellules, une grosse partie des cellules du corps, c'est de l'eau. Donc si on ingurgite des choses qui sont vivantes, on redistribue des choses qui sont encore vivantes. Donc c'est là où il y a une réflexion beaucoup plus globale. Et moi, j'ai pris la réflexion dans le sens où si je plante des arbres, et si je plante des végétaux, si je plante des choses qui sont naturelles et vivantes, l'homme va se nourrir de ces choses-là et va faire que son déchet ne sera plus un déchet mais une ressource. Et la boucle sera bouclée. Donc je suis parti de cette réflexion-là où je sais que j'ai essayé la partie où on a pollué, on dépollue. Maintenant je vais partir sur la partie où on fait pousser de manière naturelle et ensuite on se nourrit de ça. Et derrière, c'est pas juste se nourrir physiquement, c'est se nourrir intellectuellement, c'est se nourrir. Enfin, les arbres ont une magie bien au-delà de ce qu'on peut voir. Moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le verger de Bourneau, il y a 7 hectares de verger, j'ai dû tailler peut-être 150, 200 arbres sur les 2500, 3000, même pas. Mais parce que je prends du temps à les tailler, parce que j'essaye de les respecter, de comprendre ce qu'ils me disent. Ils ont vécu 40 ans déjà, et derrière c'est ça. Enfin, toute la réflexion que j'ai, c'est que je ne pourrais pas planter un arbre sans le respecter, sans comprendre comment lui ce qu'il veut en fait, et ne plus lui imposer un environnement. Donc la ressource en eau, elle est présente, elle est dans nos sols. Il y a des courants d'eau et d'énergie un peu partout sous nos pieds. Et ça va être aussi par un gros travail de sensibilité et de retour à la sensation de ce qui se passe, donc de ces flux d'énergie, parce que l'eau est une énergie, de retrouver les meilleurs endroits pour planter les arbres aussi. Donc ça, c'est tout un travail déjà de me faire confiance. Parce qu'on est pour beaucoup tous déracinés de cette sensation-là, de ces capacités-là de sentir. On parle souvent de sixième sens, mais dans certains bouquins, on parle de bien plus que ça, de nombre de sens. Enfin, la clairvoyance, la clairsentence, la clairentendance, et ces sensations-là. S'il y a des gens qui arrivent à repérer où sont les zones d'eau, où sont les zones d'énergie, la science a du mal à l'expliquer ça reste quelque chose de très subtil. Et l'arbre a cette très belle capacité, c'est de nous dire tout de suite s'il se sent bien où il est. Donc un arbre, on le plante, s'il ne pousse pas, c'est qu'il n'a pas les conditions optimum pour qu'il pousse. Derrière, l'homme peut agir pour l'aider, mais si moi, en tout cas, c'est ma vision, si je suis obligé de l'aider toujours, c'est qu'il n'était pas à sa place. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas d'autonomie, ça veut dire qu'il n'est pas résilient, et un arbre, de par sa nature, devrait être résilient. Donc derrière, c'est, par exemple, le verger à Bourneau, c'est 0 arrosage. Ces arbres-là, ils ont été implantés il y a 40 ans, ils ont été arrosés régulièrement, tous les ans. Moi, j'ai pris la décision avec Jean-Philippe, mon collègue avec qui on a acheté, puis on prend soin de ce lieu
c'est de faire le choix que l'arbre doit s'adapter. Donc, s'il ne s'adapte pas, c'est qu'il n'est plus fait pour notre climat. Et donc, derrière, il faut changer les variétés, il faut changer les porte-greffes, il faut changer la manière dont on les plante, il faut changer la manière dont on les cultive. Enfin, cultive même si j'aime pas ce mot-là, mais dont on les accompagne dans leur développement. Donc, c'est revoir tout le système. Et les systèmes de vergers, aujourd'hui, sont des vergers qui dupliquent la manière dont on fait tout le reste de l'agriculture. Enfin, une grosse partie de tout le reste de l'agriculture, parce qu'il y a des gens qui travaillent différemment, mais l'agriculture industrielle. Et on fait la même chose avec les vergers. Tout en randonnion, tout serré, tout avec contrainte de l'humain. Si l'humain n'est pas là, il n'y a rien qui se passe. L'arbre, il va péricliter, tomber, casser, tout ça. Donc on le tient, on le maintient avec des filets, avec des piquets, avec des fils. Moi, c'est pas ma vision de l'arbre fruitier. L'arbre fruitier, on peut l'accompagner pour lui donner une forme, pour qu'il ait de l'esthétique, mais on ne peut pas le contraindre. Il ne faut pas le contraindre, il faut l'accompagner. Donc ça va être aussi toute la démarche d'implanter des arbres d'une autre manière, même si des vergers peuvent être redessinés, ils ne pourront pas être redessinés de la même manière dont on fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'il ne peut, selon moi, on ne peut pas faire un verger que de pommes et de poires, que d'arbres. Il doit y avoir autre chose dedans. Il doit y avoir des légumes, il doit y avoir des herbes aromatiques, il doit y avoir des fleurs, il doit y avoir un écosystème, des animaux. Enfin, c'est tout un écosystème. Donc voilà, c'est ma vision aujourd'hui de l'utilisation de l'arbre. Pour moi, on crée les conditions pour que l'arbre puisse aller chercher sa ressource. Donc derrière, c'est certes l'arroser dans ses premières années parce qu'il a besoin de s'implanter, mais derrière, c'est lui créer un écosystème qui lui permette de garder cette eau quand il y en a et de se développer, mais ne pas être sur de l'arrosage automatique pour toujours avoir le maximum de ce que l'arbre donne. Si aujourd'hui on arrose un arbre fruitier parce qu'on veut des fruits, des gros fruits, des fruits en quantité. Mais si on ne laisse pas l'arbre s'enraciner et aller chercher sa ressource, on sera toujours obligé moi je l'appelle ça de biberonner, d'être toujours là à son chevet, à l'aider. Donc l'enjeu, c'est de l'accompagner, mais de ne pas le rendre dépendant de nos actions. Donc de l'accompagner, donc de comprendre qu'un arbre, généralement, c'est plutôt un modèle forestier. C'est à plusieurs individus, côte à côte, avec d'autres choses, avec d'autres strates. Ça ne peut pas être seul en plein milieu d'un champ ou une zone forestière que des mêmes arbres. Il n'y a plus de biodiversité dans une plantation, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment on n'a pas de forêt en France, on n'a que des plantations de chênes, de hêtres, d'acacias, de Douglas, de choses comme ça. Mais ça a été des plantations qui ont été créées il y a des siècles pour certains, les forêts avec des chênes centenaires. Mais c'était pourquoi? Pour la navigation navale ou il y avait de la construction. Mais ça a été c'est de la plantation. Aujourd'hui, on n'a presque plus de choses parce qu'on réfléchit rendement et on réfléchit utilisation de l'homme avant tout. Moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est l'homme peut avoir un avantage à avoir un arbre fruitier, mais l'arbre fruitier doit aussi récupérer une partie de ce qu'il a créé. Donc, prendre un pommier, lui enlever toutes ses pommes, pour nous, derrière, on a enlevé une partie de sa vitalité. Ça veut dire qu'on va être obligé de lui redonner les minéraux parce qu'on lui a enlevé. Donc, on crée encore un autre déséquilibre. Donc, moi, en tout cas, mon ambition, c'est ça, c'est de proposer des projets où on redonne autant qu'on prend. Il faut trouver l'équilibre. Il y a clairement un changement de regard où l'humain doit comprendre qu'il n'est pas au centre. Clairement, il n'est pas au centre, il est un maillon qui peut être très impactant. Et l'objectif, c'est de ne pas être impactant de manière négative, mais d'une manière positive. Donc, c'est de se dire, ok, comment fonctionne la nature? Et on le fait très bien pour plein de choses. Il y a énormément de technologies qui apparaissent aujourd'hui parce que les gens ont su regarder la nature et se dire, waouh, elle fonctionne comme ça, c'est quand même plusieurs millions d'années d'évolution, elle arrive à faire ça, est-ce qu'on arrivera à la recréer? Mais derrière,
je suis désolé, mais on n'est pas à notre place à dicter la manière dont la nature doit évoluer. Donc c'est énormément d'humilité à se dire je dois être l'observateur de ce qu'elle est, de ce que la nature me donne. Je peux être l'acteur, mais si je suis seulement un acteur qui impose et non pas qui accompagne, je suis déconnecté d'une partie de ce qui fait l'humanité, au sens où moi je la conscientise. Aujourd'hui on considère qu'on est les êtres les plus évolués juste parce qu'on peut communiquer et qu'on comprend ce langage. Mais les arbres, ils communiquent et on considère qu'ils n'ont pas cette intelligence-là. Mais peut-être qu'à mon avis, ils sont peut-être plus intelligents que nous parce qu'ils ont réussi à s'adapter à beaucoup plus de millénaires d'évolution. Enfin, on pourra dire ça que quand on aura survécu à tout ce qui va nous arriver dans les années à venir. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, la technologie ne va pas nous sauver, surtout. Elle peut nous aider. Moi, je considère qu'elle peut nous aider sur plein de choses, mais derrière, faut réfléchir à du low-tech, il faut réfléchir à de l'intelligence, à du bon sens, et se dire comment je fais si cette technologie ne fonctionne plus. Enfin, et aujourd'hui, je ne sais pas si on arrivera à vivre sans technologie. En tout cas, le choc de couper la technologie du jour au lendemain serait très important pour beaucoup de monde et serait très déstabilisant, alors que ça devrait être un plus et pas un fondement. Enfin, sur la pyramide des besoins, la technologie, elle devrait être à la toute fin pour dire ok, c'est un petit plus. Mon regard, il est que pendant longtemps, je pense qu'on a su utiliser l'eau de manière intelligente, donc utiliser cette ressource-là comme on utilisait les autres ressources, mais dans son respect. C'est-à-dire que on avait une compréhension des cycles de l'eau et on utilisait ces cycles de l'eau pour nous aider, mais pas en les sortant de leur cycle naturel. Ça veut dire que, par exemple, un moulin, on déviait l'eau pour pouvoir faire tourner une roue, mais derrière, l'eau était tout de suite retournée à la rivière. Donc certes, il y avait un impact, parce qu'il y a toujours un impact à faire évoluer un petit peu le cours de l'eau, mais il n'y avait pas une emprise où on enlève l'eau, on la met dans un circuit et on la rejette autre part, où il y avait toujours, et je pense qu'en plus il y avait comme il y avait un respect, il y avait un dynamisme. L'eau était toujours vivante, elle était utilisée parce que c'est une force, l'eau. Il y a un flux, il y a une énergie qui est quand même très forte. Et là je parle d'énergie physique, mais derrière il y a une énergie plus importante, c'est de vie, quoi. Enfin, c'est de l'énergie plus subtile. Et de la laisser suivre ses cours naturels. Il y a des tourbillons, il y a des chutes, et ça c'est de la dynamisation de l'eau. Je pense qu'il y en a qui le font très bien aujourd'hui à redynamiser de l'eau pour lui redonner une force. Et bon, ça après, malheureusement je pense que beaucoup de gens n'y croient pas et pensent que l'eau n'a pas plus d'utilité que juste boire de l'H2O. Sauf que si c'était le cas, cette eau ne nous rendrait pas malades. Donc il y a quelque chose en tout cas qui me pousse à aller essayer de comprendre comment redonner vie à de l'eau qui n'est plus vivante, ou alors comment garder le cycle vivant et le cycle naturel de l'eau tout en l'utilisant. Et c'est là où dans des plantations d'arbres, on peut le faire par un travail du sol qui permet les écoulements d'eau, de les garder, de les utiliser. Les arbres s'en servent, filtrent, parce qu'il y a ça aussi, c'est que l'arbre va filtrer grâce à toutes les connexions qu'il y a aussi avec les mycorhizes, avec les champignons, avec les bactéries. Et derrière, on se retrouve avec de l'eau qui va continuer son cycle à l'intérieur de la terre et qui va en être
que meilleure derrière. Mais pour ça, faut la comprendre, faut la regarder, faut l'étudier, en tout cas, faut être très humble de se dire comment je peux m'adapter à cette ressource et non pas l'utiliser sorti de son cadre. Ce qui me met en joie, c'est qu'il y a une infinité de possibles. Quand je vois tout ce qui peut être fait autour de l'arbre fruitier, mais pas que, parce que si je parlais d'écosystème et de biodiversité et que je parle que d'arbres fruitiers, ça veut dire que j'aurais oublié aussi une partie des autres arbres, mais quand même mon ambition et mon rêve, c'est quand même de remettre l'arbre fruitier au cœur de certains projets. Et donc ce qui me met en joie, c'est qu'il y a une infinité de choses à redécouvrir et à découvrir. Retrouver des techniques ancestrales aussi, sur les plantations, sur le greffage, sur la taille, et aussi après sur la conservation, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais produire des fruits ou des légumes ou tout ce qu'on veut, et derrière avoir besoin d'une technologie telle que pour garder le fruit ou le légume comestible, et là je mets des guillemets parce que physiquement, toujours dans la même enveloppe, ça veut dire, là je vais être très concret, c'est une pomme, on l'accueille, certaines vont se garder pendant quelques mois de manière naturelle, si on les garde dans des endroits frais. Les 3/4 des pommes qu'on mange, c'est des pommes qui ont été récoltées, qui sont mises dans des frigos et qui ensuite sont repositionnées sur les marchés au fur et à mesure. Derrière, est-ce qu'on a vraiment la vitalité de la pomme qui est sortie de l'arbre? Moi, je pense pas. En tout cas, je pense qu'il y a une grosse partie des vitamines qui se perd parce que le fruit, si dans son état naturel, il tombe, il pourrit, c'est qu'il n'est pas censé rester plus longtemps que ça. On peut le garder un petit peu par des techniques, et justement, j'ai envie de redécouvrir ces techniques-là de conservation naturelle ou conservation par transformation, par séchage, par mise en bocaux dans de l'alcool, dans des saumures, dans des choses qui font qu'on peut garder, et là on garde des vitamines, sauf que ça veut dire redécouvrir des goûts, redécouvrir des manières de manger, des périodes de disponibilité des produits. Et pour être dans ce milieu-là depuis quelques années, je me rends compte que l'homme est complètement déconnecté, pour une grosse majorité, de la saisonnalité, parce que tout est disponible en tout temps. Et l'exemple parfait, c'est la tomate. Trouver de la tomate toute l'année sur les étalages, c'est un non-sens, et c'est 98 ou 99% d'eau. Donc derrière, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui est sortie de son cycle naturel, parce qu'elle est forcément utilisée à des moments où elle devrait retourner à la nature. Et non, elle est utilisée pour faire pousser des choses qui en plus n'ont pas forcément de goût ou de vitamines, parce que derrière, il n'y a pas que la forme d'un fruit, il y a toutes le soleil, le climat, la chaleur qui font que la vitamine arrive, que les choses prennent sens, quoi. Donc il y a ça aussi. Derrière, moi, ce qui me met en joie, c'est de me dire, ok, comment je vais faire pour proposer aux gens des fruits, des légumes, des plantes médicinales qui soient en lien avec la saisonnalité, pour que derrière, les avantages que l'homme va retrouver sont les meilleurs pour lui, et puis pour la nature en même temps, parce qu'on l'aura respecté. Donc c'est aussi se respecter, et là, il y a un champ des possibles énorme, parce que on touche à l'alimentation, donc on touche à la santé, donc on touche à l'agriculture aussi, parce que c'est aussi et là c'est tout un monde qui est imbriqué aujourd'hui et qui est très interdépendant, et que moi j'ai envie
d'aborder par la plantation, par la production, par le design, proposer des projets qui ont du sens dans ce système-là de respect, quoi. Respecter tout, nous, humains, et la nature, et les cycles naturels, quoi. Voilà. Merci.